Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Apsis Cyborg qui est consacré aujourd'hui à Sage Enterprise Intelligence avec Sage X3. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment Sage Enterprise Intelligence intégré à Sage X3 peut transformer vos données en informations exploitables pour prendre ainsi des décisions éclairées et stratégiques. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour une session d'une petite heure et cette heure va être animée par Guénaël Delaveau, qui est chef de projet avant-vente chez Apsis Cyborg. Donc, pendant ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions via le chat situé à droite de votre écran et nous prendrons bien évidemment le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors, avant d'attaquer le sujet, quelques chiffres clés sur Apsis Cyborg. Donc, Apsis Cyborg, c'est plus de 35 ans d'expertise aujourd'hui, avec un chiffre de 86 millions en 2023. C'est aujourd'hui aussi plus de 560 collaborateurs, ainsi que 15 agences, dont 2 à l'international, et plus de 3300 clients abonnés. Eh bien, écoutez, ceci étant dit, je vous propose maintenant que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc, Guénaël, je te laisse la parole. Merci Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire SEI. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer de revenir sur donc la solution de BI de Sage pour Sage X3 qui s'appelle donc Sage Enterprise Intelligence, on peut les rappeler SEI. Nous allons vous proposer quelques planches PowerPoint pour commencer, juste pour situer un peu la solution. Et puis bien sûr, très rapidement, nous allons ensuite aller dans le produit. Alors, SEI va vous permettre de pouvoir analyser toutes vos données de Sage X3 en créant donc des rapports à partir d'une interface web principalement. Le but étant de pouvoir ensuite diffuser ces informations et aider bien sûr au pilotage de l'entreprise. Cette solution de BI permettra également de se connecter à d'autres sources de données que Sage X3 grâce à un ETL qui est fourni avec des connecteurs multiples. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr brancher SEI à d'autres solutions externes, on va dire, grâce à cet ETL. Un des gros points forts de cette solution, c'est le fait qu'elle soit livrée et packagée pour Sage X3. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un ensemble de rapports, de tableaux de bord, vous allez voir, standards, sur la plupart des métiers qui sont gérés dans Sage X3, donc le vente, les finances, les achats, les stocks, les immobilisations, etc. Tout ça va être packagé dans la solution, ce qui fait qu'une fois que le produit est installé et connecté à votre dossier Sage X3, vous pourrez déjà exploiter vos données. Voilà. Enfin, il sera possible, vous verrez en fin de webinaire, également d'intégrer vos rapports SEI que vous aurez créés directement dans Sage X3 pour éviter, si vous le souhaitez, d'aller dans la plateforme web des SEI, par exemple si vous êtes un utilisateur Sage X3. Alors, sans rentrer trop dans l'aspect technique des SEI, SEI dispose donc d'une intégration avec quelques produits Sage sur le marché, donc évidemment Sage X3 en premier lieu, qui est le sujet aujourd'hui, avec des connecteurs dont le principal qu'on utilise aujourd'hui avec nos clients est SQL Server. Mais bien, par contre, si vous avez par exemple une base sous Oracle ou d'autres choses comme ça, on pourra se connecter. Il y a d'autres connecteurs possibles et qui, par exemple, serviront par exemple sur de la source externe. Vous pourrez accéder à vos données. Alors, il y a deux types d'accès, soit du temps réel, soit via des entrepôts de données qui sont également livrés en standard. En plus des rapports et tout, vous avez des entrepôts de données sur la plupart des métiers de Sage X3 qui seront modifiables, bien sûr, heureusement. Donc voilà, deux types d'accès. Alors bien sûr, on vous conseillera fortement d'utiliser les entrepôts de données à partir du moment où vous souhaitez analyser des transactions, des pièces comptables, des factures, des commandes d'achat. On va être principalement plutôt sur l'entrepôt de données et on va garder la partie temps réel, on va dire, sur de la donnée de base ou des choses comme ça. Et SEI dispose de 3 interfaces différentes. Une interface web que nous allons voir juste après, un accès dans Excel, alors grâce à un add-in qui doit être installé auparavant sur chaque poste client et finalement qui permettra de créer des rapports dans Excel directement. Et enfin, il y a une interface mobile qui est plutôt, dans ce cas-là, plutôt pour de la consultation, évidemment, plutôt que pour créer des rapports.
Avant de passer au produit, dernière slide, vous voyez, voilà, on va très vite sur la partie slide. Sur cette dernière planche PowerPoint, on juste montré en synthèse toutes les fonctionnalités clés de l'outil. Alors si je pars de gauche, à partir de gauche vers la droite, bon, d'abord on a une plateforme web de restitution BI multisource, d'accord, donc voilà, un site internet accessible de partout dans le monde où vous allez pouvoir consulter, créer vos rapports. On a bien dit qu'il est multisource au sens Sage X3 et éventuellement d'autres sources, un CRM, un ERP métier ou ce que vous voulez, avec trois types d'objets que nous allons d'ailleurs voir. Ce sont les vues web, les dashboards ou tableaux de bord pilotage et les classeurs web. Ensuite, on a donc une intégration, on en parlait juste avant, une intégration possible des rapports SEI sur des portails web comme Sage X3 ou un SharePoint. Dans le cadre de ce webinaire, je vous montrerai dans Sage X3 en fin de webinaire. Ensuite, on a un gestionnaire OLAP Data Warehouse. Donc ça, c'est la possibilité d'avoir effectivement en standard la possibilité de gérer des entrepôts de données directement avec l'application. Donc ça, c'est un point fort dans le sens que beaucoup de produits de BI sur le marché ont souvent des modules complémentaires pour gérer la partie Data Warehouse. Là, elle est intégrée aussi dans SEI. Elle est assez facile à utiliser pour cette partie qui est quand même assez technique en théorie. Mais voilà, donc tout ça il est vraiment intégré dans l'application et complètement modifiable. On a bien sûr de la gestion de la sécurité, bon, qui va faire quoi dans le produit, dans les menus d'SEI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller jusqu'à la partie données, c'est-à-dire qu'on pourra bien sûr interdire à quelqu'un de voir telle société, de voir telle période, de voir telle section analytique ou tel compte comptable de paye, par exemple. Voilà, donc on aura vraiment une gestion de la sécurité qui permettra de gérer le produit. Ensuite, on aura un planificateur de distribution de rapports. Donc, c'est un autre mode de consommation finalement de la BI. Plutôt que d'aller dans le produit et de rafraîchir ses états, eh bien, on pourra utiliser ce planificateur qui permettra d'envoyer à des fréquences à déterminer selon vos cas, envoyer des rapports, par exemple, tous les lundis matins. Vous avez des rapports qui partent sous deux formes, soit par mail avec des pièces jointes statiques. Donc, la plupart du temps, c'est du Excel ou du PDF, soit de déposer les états, donc aussi également en PDF ou en Excel, sur un lecteur réseau. Donc ça, c'est un des modules beaucoup utilisés par nos clients. Ensuite, on a donc cet ETL qui permet de se connecter à d'autres sources que Sage-X3. Ça peut être aussi un fichier Excel avec des budgets ou parce que le budget n'est pas dans X3 par exemple. Donc ça peut être un cas pratique. On a l'ADIN Excel local enfin, qui est donc cette ADIN qu'on installe, comme je disais, sur votre machine pour pouvoir faire de la BI dans Excel sur votre poste. Voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons rentrer directement dans le produit. Donc je vais basculer sur mon environnement de travail. Voilà, donc je pense que vous devez avoir maintenant le portail de connexion. Donc vous avez ici sous les yeux le portail de connexion d'SEI, avec donc déjà la possibilité de travailler en autre langue que le français. Nous avons quelques clients qui ont besoin de l'anglais, par exemple chez AppSyBorg pour certains gros clients. Donc tout le produit peut être en langue étrangère, des menus carrément jusqu'au champ. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de fournisseur, vous aurez supplier, etc. Donc tout est traduit en standard déjà en anglais et français, mais après peut être traduit dans d'autres langues si nécessaire selon vos cas. Donc je vais me connecter avec un super administrateur, on va dire, donc, qui est une authentification produit, authentification SEI. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients utilisent de plus en plus une connexion qu'on appelle SSO, Single Sign-On, qui permet d'avoir un bouton ici et de ne rentrer aucune authentification, ni code utilisateur, ni mot de passe, pour simplifier l'accès et aussi sécuriser l'accès à SEI. Voilà, là je suis connecté, donc je vais retrouver mon utilisateur ici, là. Ensuite, à côté, dans les choses intéressantes, j'ai donc ce qu'on appelle l'environnement qui va correspondre à votre dossier Sage X3. Donc on est multi-environnement, c'est-à-dire que si nécessaire, on peut avoir un environnement production, bon évidemment ce qu'on va avoir dans tous les cas, mais pourquoi pas avoir un environnement de test, de recettes, de développement si nécessaire. Il est possible tout à fait d'avoir du multi-environnement ici. Ensuite, on va aller un peu plus sur la gauche. Donc, on voit un centre de commande avec 5 onglets ici. Nous allons parler principalement du premier, ici, modèle de données vue,
tableau de bord ici, ou dashboard, et enfin de celui qui s'appelle classeur, qui est une fonctionnalité assez récente des SEI. Donc pour l'instant, on va rester dans le premier onglet qui s'appelle modèle de données et vues. Alors ici, c'est l'endroit où on va créer ce qu'on appelle des vues web dans SEI. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, à part le répertoire AppSciBoard qui est celui sur lequel je suis là, tout le reste c'est du standard qui est livré par l'éditeur dans l'application. Donc tout ce que vous voyez à partir de vente, données de base, finance, CRM, achat, logistique, production, gestion des affaires, on va dire, tout ça, ce sont des exemples livrés en temps réel. Donc là, ça veut dire que là, si je lance un état, je suis en temps réel sur mon dossier SAGX3. Et puis, vous avez également ici donc une entrée entrepôt de données qui va correspondre également à ce qu'on appelle donc des modèles de données, hein, les trois petits cubes devant, mais qui sont basés sur les cubes SEI qui sont livrés en standard et qu'on a éventuellement modifiés selon les clients. Donc on va surtout travailler ici, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, dès qu'on travaille sur des transactions, on va plutôt travailler sur l'entrepôt de données que sur du temps réel. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on va retrouver modèle finance, vente, achat, production, on en a deux modèles stock, un journal de stock, stock à date, un sur les pré-engagements, engagements, un sur les budgets opérationnels qui est un module budget optionnel dans X3, et puis on a trois possibilités ici de cubes immobilisation qui sont présents ici. Voilà, donc tout ça du standard livré. Alors si on détaille un petit peu à l'intérieur, si je prends les ventes par exemple, eh bien je vais trouver ici, voilà, tout ce que vous voyez là, c'est du standard, prêt à l'emploi, et une fois finalement que l'application est connectée sur votre dossier X3, vous pouvez tout de suite double-cliquer et on va avoir directement des résultats qui vont sortir sur vos données. Donc là, c'est un exemple de top 5 chiffre d'affaires par pays. Vous voyez, Angola, États-Unis, Allemagne, sous forme d'histogramme horizontal. Un autre exemple en dessous sur les ventes, toujours un petit peu plus complexe ou plus enrichi, on va dire. Ici, on a un histogramme vertical avec trois indicateurs. En bleu, chiffre d'affaires N, en vert, le chiffre d'affaires N-1, et en orange, une ligne qui est la marge de l'année N, par exemple. Donc, comme vous voyez, ce sont des représentations graphiques. D'ailleurs, si vous regardez bien devant le nom des états, vous avez un petit icône qui va vous dire, si on compare par rapport ici à une représentation tabulaire qu'on va voir juste après, on voit bien, voilà, vous avez un petit rappel devant les rapports livrés et ceux que vous allez créer, du type de représentation que vous avez ici. D'accord. Si on prend un autre exemple, si je vais plutôt dans les achats par exemple, voilà, on voit j'ai un peu plus de tabulaire, donc si je lance celui-ci, voilà un exemple de représentation tabulaire, donc on peut cacher la partie gauche pour avoir plus de place. On va retrouver ici donc une représentation tabulaire, et puis on voit dans l'exemple ici qu'on a fait un regroupement année, fournisseur commandé et article. Donc j'ai bien l'année, qui est le premier regroupement. Si je déplie, alors je peux déplier manuellement ou tout déplier directement, voilà. Donc je vais le refaire, mais tout réduire et déplier manuellement dans l'exemple. Je vais retrouver mon deuxième niveau qui sont les fournisseurs commandés. Voilà. Et puis ensuite, je vais avoir l'article. Donc si je prends n'importe lequel, voilà, je vais avoir trois articles ici, avec ce système de plier-déplier qui correspond finalement au groupe. Ensuite, dans les colonnes, on va retrouver dans l'exemple ici, standard livré, eh bien, des indicateurs de commander en quantité, de réceptionner ici, de retour, de facturer, etc., qui correspondent à tous les indicateurs qui sont en colonne. D'accord. Donc voilà une représentation plutôt tabulaire ici, possible. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur cette partie-là? On va s'appuyer sur un modèle de données. Donc, est-ce qu'on est sur les finances, les ventes, les achats, etc. On va faire un clic droit, nouvelle vue, et ça me permet de vous montrer un peu les différents types de représentations que nous avons. Il y en a à peu près une centaine. Donc on peut créer des représentations de type barre, hein, donc on en a vu quelques-uns avant, barre verticale, barre horizontale, 100%, etc. De type ligne, donc là on a des courbes, de l'air ou des lignes par exemple. Bon, on va retrouver les grands classiques, hein, le camembert, enfin ce qu'on va dire le graphique en secteur au camembert, le graphique en anneau ou appelé aussi donuts, puisqu'on pourra avoir un indicateur au milieu de l'anneau, en tout noir. Ensuite, la feuille de calcul, donc on va revoir juste un peu plus précisément après, donc qui est vraiment la représentation tabulaire pour faire
un rapport tabulaire. Des cartes vectorielles, donc on va retrouver carte du monde, carte d'Afrique, carte d'Europe, des cartes de continents ou de pays, et par exemple la carte de France qui vous permettra par exemple de sortir un chiffre d'affaires par département avec des couleurs qui, plus c'est foncé, plus le chiffre d'affaires est important par exemple. Voilà, donc des cartes vectorielles. Du divers, alors dans les intéressants, il y a les jauges qui sont assez visuelles, hein, avec des aiguilles pour piloter les indicateurs, des KPI, indicateurs de performance clé en français, avec un titre et un indicateur. Donc par exemple, chiffre d'affaires du mois, 3 millions, voilà, etc. Après des nuages de points, des bulles, voilà, enfin plein de choses, plein d'autres disponibles. Il y a vraiment de quoi faire dans la liste ici. Si on regarde donc pour créer un type feuille de calcul, on va avoir un assistant. On va mettre un titre. Ensuite, on a 3 types de champs, on va dire colonne, groupe et pivot. Donc colonne, on va souvent mettre des indicateurs. Donc là, je suis sur les ventes. Voilà, on va prendre, alors comme vous voyez, hein, vous pouvez taper un nom de champ, automatiquement l'outil va vous présenter les champs pour pouvoir ensuite les choisir. Donc je vais prendre du chiffre d'affaires en indicateur sur les ventes, et puis je vais faire un regroupement par société, par exemple, voilà, et par, je ne sais pas, client facturé ou article, enfin, peu importe, client facturé, voilà. Ensuite, je vais valider l'assistant, confirmer, et je vais voir le résultat directement. Voilà. Donc on a une présentation tabulaire avec mes deux groupes, c'est-à-dire mes deux finalement sous-totaux qui sont là-haut, société et client facturé, et un indicateur en colonne que vous retrouvez dans la grille. Si on prend les sociétés françaises de mon jeu d'essai, FR10, FR20, voilà, si je déplie, eh bien j'ai ensuite donc mes clients facturés avec mon chiffre d'affaires. Donc voilà un peu un exemple de création d'une vue SEI, donc plutôt tabulaire, directement ici. Bien sûr, on pourra mettre des filtres, on pourra filtrer directement dans la grille finalement, ou utiliser un éditeur de filtre plus complexe avec des ou, des parenthèses éventuellement ici. Autre exemple peut-être montré sur ce qu'on peut faire, si je prends voilà ici un palmarès représentant clients facturés, on voit bien deux groupes représentant en vert, clients facturés en bleu, et c'est un palmarès au sens que c'est donc avec un chiffre d'affaires, on a du chiffre d'affaires et de la marge l'un côté de l'autre. Le deuxième sujet, ce sont les tableaux de bord. Donc même chose, à part le répertoire AppSci-Cyborg, vous allez retrouver un ensemble de choses déjà livrées. Voilà, sur les ventes, la finance, les achats, tout ça c'est du standard. Donc si j'ouvre par exemple sur les ventes, on va fermer la partie gauche. Voilà, donc voilà, ceci est un tableau de bord ou un dashboard SEI. On va retrouver une collection finalement de vues web, hein, donc c'est exactement ce qu'on a vu avant. Il faut créer ces vues web auparavant, et ensuite on va les compiler sur un dashboard ici, sur un tableau de bord. Vous avez des filtres en tête. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour remettre, parce que mon jeu d'essai est plutôt sur l'année 2022, voilà. Donc vous mettez des filtres en tête autant que vous voulez, et ensuite vous changez vos filtres, et automatiquement donc l'ensemble de votre tableau de bord va se mettre à jour finalement ici. Vous pouvez également zoomer, voilà, sur une vue sans sortir du tableau de bord, plus confortable on va dire. On retrouve d'ailleurs un de tout à l'heure qui était unitairement dans le premier onglet et qui a été compilé sur ce tableau de bord, et redézoomer pour revenir sur le tableau de bord. Voilà. Donc ça c'est un exemple ici, vous en avez d'autres, hein. Il y en a, je sais pas, sur directeur financier par exemple ici. Voilà, donc on va être plus sur des indicateurs financiers bien sûr, dans ce cas-là, avec toujours nos filtres et la possibilité d'aller zoomer toujours sur vous voyez que c'est graphique, hein, c'est pas juste une image, vous avez vraiment une interaction sur les vues ici graphiques. Ensuite, voilà, donc après, comment est-ce qu'on crée un tableau de bord dans SEI? On va revenir donc bien sûr sur cet onglet, et puis tout simplement on va faire clic droit, nouveau tableau de bord, on va mettre un titre, on va faire OK, donc on va se retrouver avec un tableau de bord vide, hein, sans rien du tout, ni filtre, ni vue SEI. Et si vous avez déjà vous avez changé d'onglet, vous avez mis dans le premier onglet, où justement je disais, bien sûr, vous devez avoir des vues que vous voulez
compiler sur votre tableau de bord. Par exemple, ici, je vais mettre une carte vectorielle France. Donc, vous faites pareil, un glisser-déposer, vous retaillez. Hop, voilà. On va mettre voilà, un comme ça. Ensuite, pourquoi pas ici. Puis après, on peut retailler. Donc, bien sûr, voilà. Voilà, donc on construit son tableau de bord avec ses vues SEI. Ensuite, bien sûr, l'intérêt, ça va être donc de mettre ces fameux filtres pour pouvoir rafraîchir. Donc, on va aller dans les propriétés du tableau de bord, panneau de filtrage, ajouter. Donc, on va mettre société, par exemple, et puis année calendaire. Voilà, on fait OK. Dès que je fais OK, vous voyez en haut les fils qui apparaissent. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Avant de valider tout ça, une petite astuce, il faut bien sûr penser à dire sur chaque filtre sur quelle vue de votre tableau de bord ils vont s'appliquer. C'est le piège habituel qu'on oublie et voilà. Voilà, ensuite je sors du mode édition et logiquement, si je vais changer mon année, vous devez voir, voilà, mes vues qui se mettent à jour. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc finalement, vous voyez que limite le plus long, c'est plutôt d'avoir des vues prêtes à l'emploi et ensuite de les mettre ici. Un tableau de bord SEI est multisource au sens que vous pouvez mettre de la finance, de l'achat, de la vente. Enfin, vous pouvez compiler un tableau de bord multimétier par rapport à CGX3. Juste un dernier sur les tableaux de bord, un petit dernier que je voulais vous montrer. Ici, par exemple, on a parlé des cartes vectorielles tout à l'heure, et qui me permet de vous montrer deux choses en plus. Voilà, donc ça c'est un autre tableau de bord. On va avoir donc des KPI, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc un titre et un indicateur. Ici, mes filtres en haut, cas de vue et SEI ici, d'accord. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut également rentrer dans la donnée. Ici, j'ai un top 5 représentant, d'accord. On peut même zoomer dessus si on veut, ça on verra mieux. Voilà. Et puis on voit, on a aussi marqué / famille. Alors ça c'est famille statistique produit 1 de CGIS3. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer par exemple sur ce représentant, puisque le premier niveau c'est top 5 représentants, où j'ai 49 millions. Cliquer sur ce représentant, on a une barre flottante. Je vais cliquer sur forage avant. Donc c'est exploration avant ou drill down comme vous voulez, hein, c'est un peu l'équivalent. Et je vais cliquer dessus. Ces 49 millions vont être maintenant vont pouvoir être analysés sur un deuxième niveau où on a été mettre donc le détail des familles produits. Vous voyez ici, la majorité est sur du cycle, de l'informatique et de la chimie. Voilà, donc on a un deuxième niveau en rentrant dans la donnée. Vous avez tout en bas à droite ici, forage arrière, donc on va revenir au premier niveau. Voilà. Et voilà, on a terminé. Donc ça, vous pouvez mettre plusieurs niveaux de regroupement. Hein. Ce sont des groupes aussi. Donc, pour mettre 2, 3, 4, 5, ne pas en mettre. C'est-à-dire, je ne peux pas rentrer dans la donnée comme je pense celui-là, par exemple. Mauvais exemple, mais non, on ne pourra pas. Voilà, celui-là, il n'est pas prévu pour. On a une analyse qui est juste sur les produits. On ne peut pas rentrer dans la donnée puisqu'on ne l'a pas prévu. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité aussi que vous avez sur ces vues graphiques. Et la dernière petite chose sur les dashboards avant de passer au troisième troisième fonctionnalité, c'est le fait qu'on peut aussi avoir une interaction entre les vignettes, enfin entre les vues web qui sont là, alors avec les filtres, mais également le fait d'aller sélectionner une donnée. Là, je suis sur un top 5 produit. Je vais aller cliquer sur donc le produit FIN003. Le fait de cliquer dessus, vous voyez que les autres vues sont rafraîchies, eh bien ça a tout simplement mis un filtre sur l'article FIN003. Ça veut donc dire que j'ai maintenant un top 5 représentant et famille statistique pour le produit FIN03, que je vais voir ici la répartition des ventes finalement de mon chiffre d'affaires sur mon article FIN03 uniquement et mon top 10 clients sur mon article FIN003. Vous voyez ici qu'il y a un petit icône qui s'est mis, effacer le filtre. Et si on fait apparaître la barre de filtre du tableau de bord qui est caché par défaut, mais qu'on peut laisser, on voit qu'on a un filtre sur l'année qui vient de la barre de filtre là-haut, hein, donc année égale 2022, et l'article code égale FIN003, qui est bien celui sur lequel j'ai cliqué. Donc si je recache mon filtre
du tableau de bord, je ne veux pas voir. Ensuite, je peux supprimer bien sûr le filtre et revenir sur mon tableau de bord qui va être filtré uniquement par le biais de ma barre de filtre là-haut. Voilà donc un peu un exemple sur, sur cette fonctionnalité de dashboard ou de tableau de bord SEI. Troisième type de troisième fonctionnalité intéressante et qui est donc assez récente celle-ci, hein, qui a quelques mois, à peine années on va dire, ce sont les classeurs web. Alors, qu'est-ce que sont les classeurs web? Je vais en créer un nouveau, vous allez voir, un nouveau classeur. Alors, comme d'habitude, on va mettre un titre, on va enregistrer, et qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous allez voir qu'on va retrouver comme une feuille Excel, ici, donc un tableur, hein, finalement une feuille Excel avec des cellules. Vous allez retrouver en haut donc des menus qui ressemblent fortement à Microsoft Excel, alors que ce n'est pas Microsoft Excel. Hein, le but a été ici d'avoir quelque chose qui ressemble fortement à Excel pour que les utilisateurs ne soient pas se soient habitués, retrouvent les menus d'Excel, mais ce n'est pas Excel ici directement. Donc des menus Excel avec les classiques des choses qu'on fait dans Excel, hein, des filtres automatiques, des tris, des insertions de tableaux croisés dynamiques, etc. Et puis un menu particulier qui est ici, qui s'appelle Analyse et qui va comporter des fonctions purement dédiées SEI, dont on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Exemple, premier exemple sur de la finance. J'ai fait semblant de cliquer. Voilà. Exemple ici, un compte de résultats. Alors, voilà, qui vient d'arriver, qui s'est rafraîchi. Alors, on est donc voilà, équivalent Excel, donc on a des cellules avec du texte, donc on va venir des formules spécifiques. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis des critères en tête, société, référentiel, année fiscale courante, précédente et période fiscale. On a, vous voyez ici, donc une année courante hein, qui est 2022, une année précédente qui est 2021. Dans chaque année, on a mis le mois courant qui correspond à la période fiscale qui est ici. À côté, on a mis un cumul qui est donc un year-to-date, hein, voilà, donc qui va être de janvier jusqu'à la période ici, donc de janvier à juin dans l'exemple ici. On a fait ça sur une année, on a mis une année comparative, donc N-1. On a des calculs d'évolution qui là sont classiquement comme du Excel, hein, des formules Excel de comparaison en pourcentage ici. Donc là, il n'y a rien de spécial ici. Et donc, la particularité, elle est ici, c'est que quand on vient sur un indicateur, on voit qu'il y a une grosse formule, donc je vous rassure, hein, vous n'allez pas taper tout ça, là, parce qu'on a utilisé donc une fonctionnalité SEI dans Analyse qui s'appelle l'assistant de formule. Donc quand on clique sur l'assistant de formule sur une cellule existante, où il y a déjà une formule, eh bien on voit ici que voilà, on a été renseigner des choses. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on a été mettre un modèle de données. Il faut donc lui dire est-ce qu'on travaille sur les ventes, les achats, la finance, etc. Donc là, on est sur de la finance, sur le cube finance. Ensuite, on lui dit quel est l'indicateur qu'on veut mettre dans cette cellule. Sur de la finance, on va mettre du solde, mais on aurait pu mettre du débit, du crédit ou du montant budget, par exemple. D'accord ? Donc là, on met du solde. Et puis ensuite, on lui dit quel calcul on fait dans la cellule à partir de ces informations. La plupart du temps, on va faire de la somme ou de la somme inversion comme dans le cas présent. Pourquoi inversion? C'est juste pour inverser le sens de CEGX3 qui ne nous va pas dans ce genre de rapport puisque CEGX3 va être négatif, sortir du négatif sur les produits, positif sur les charges. Ce genre de rapport, on veut plutôt du positif sur les produits et du négatif sur les charges. Donc on va mettre somme inversion, sinon on met somme et on restera sur le sens d'X3. Et puis ensuite, on va tout simplement aller référencer tous les critères ici. C'est-à-dire qu'on va faire ajouter un filtre. Voilà, on va retrouver la liste qu'on a vue tout à l'heure exactement la liste des champs, dimensions, description, indicateur, mesure, sur lequel on va vouloir mettre des filtres qui correspondent à vos critères là-haut. Donc c'est pour ça qu'ici, ce qu'on a fait, on a dit, ben voilà, la société code, alors on a des opérateurs multiples, égal, pas égal, supérieur, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. On va faire société est égale, et puis on a été cliqué dans la cellule ici, qui est donc G3, et etc. Exercice, on a cliqué pour dire qu'il était ici, etc. Période fiscale, etc. On a fait comme ça tout le long, d'accord? Et ensuite, on a validé. Ensuite,
une fois qu'on a fait ça, on va tirer la formule vers le bas, puisque le but, c'est quand même pas de faire ça, évidemment, sur chaque cellule. Hein, on le fait sur une et après, on tire la formule vers le bas ou on copie-colle cette formule. On fait la même chose ici, alors sauf que là, la particularité, c'est qu'on est sur du year to date, donc on voit bien dans l'assistant la différence, c'est qu'au lieu de dire égal fiscal égale J5, on a bien mis entre 1 janvier et J5, qui est la période fiscale où j'ai 6 actuellement. D'accord, c'est la seule différence sur la formule. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, le résultat, voilà, c'est pour faire quoi? Eh bien, c'est pour tout simplement pouvoir faire ça et automatiquement, votre compte de résultat, il s'est changé, il s'est recalculé automatiquement sans avoir besoin de faire des extractions ou des choses ou d'autres choses. Voilà. Si vous voulez changer les années, même si je pense que j'ai pas grand-chose sur 2023, je change mes années, tout va se recalculer directement, voilà, et systématiquement. Voilà, je vais revenir sur 2022. 2021. Je pourrais changer ma société ici avec une petite liste déroulante intéressante plutôt que de taper directement et tout va se recalculer automatiquement. Dans l'exemple ici, on a même fait un deuxième, vous voyez, un deuxième onglet comme dans Excel hein, avec exactement la même chose, sauf que là on a mis qu'une année, mais par contre on est parti sur 12 mois. Donc ça permet d'avoir le détail et donc bah, là c'est pareil, si je vais changer mon année, je vais avoir un recalcul automatique. Voilà. Donc vous voyez un exemple ici de ce classeur web, hein, donc au sens classeur genre Excel, mais embarqué, intégré dans la plateforme web d'SEI. Deuxième exemple, ça c'était sur l'assistant de formule principalement, la fonction de ce classeur web qu'on a utilisé. Autre exemple ici, on est plutôt sur une sorte de dashboard qu'on a fait avec deux fonctions d'SEI. Voilà, donc ça y est, ça a été rafraîchi. Donc c'est basé sur aussi pour l'instant de la finance, c'est de dire je vais comment dirais-je, vouloir pour ma clôture comptable savoir qu'est-ce qui me reste comme action à faire par rapport à ma clôture comptable. Donc, c'est-à-dire analyser combien j'ai de pièces comptables que je dois extourner qui n'ont pas été extournées, combien de pièces comptables de simulation j'ai que je n'ai pas passé en réel pour pouvoir clôturer ma période, hein, mon mois, combien j'ai de règlements non validés, par exemple, hein, qui sont donc saisis mais pas comptabilisés. Est-ce que j'ai fermé mes journaux sur la période? Même chose côté vente et achat, je voulais savoir vérifier si j'ai passé toutes mes factures vente en comptabilité. Bah non, là j'en ai 130 que j'ai pas fait. Pareil sur les achats, est-ce que j'ai des factures d'achat non validées? Voilà. Donc la différence ici, par rapport à auparavant, c'est qu'on a bien une fonction donc, qui est l'assistant de formule d'SEI comme on a vu avant. La différence, c'est qu'au lieu de mettre un chiffre d'affaires ou un total sur un indicateur, eh bien, on a été compter les pièces finalement. Combien j'ai de pièces qui sont extournées, combien j'ai de pièces qui sont, etc. Voilà. Donc, au départ, c'est le même principe, un assistant de formule avec des filtres par rapport à la partie gauche que vous voyez ici, d'accord, qui sont mes critères de lancement. Donc là, j'ai étoile par défaut, c'est tout. Si je change, ben, je pourrais mettre par exemple un groupe de sociétés FR 120 qui va être deux sociétés dans le jeu d'essai. Dès que je vais le changer, tout va se recalculer. Voilà. Et voilà, je n'ai plus que ici une pièce extournée, 15 pièces de simulation qui n'ont pas été passées en réel, etc. Et vous changez éventuellement vos critères. Alors bien sûr, on va souvent travailler sur une année, sur un mois, soit le mois en cours, soit sur le mois précédent, si on est le début du mois, comme aujourd'hui un peu, pour vérifier notre clôture comptable du mois précédent. Mais voilà, dès que vous changez vos critères, tout va se recalculer automatiquement. Alors, c'est bien d'avoir ce genre de rapport, on va dire, ici, ou de dashboard. L'idéal, c'est quand même d'avoir aussi la justification. C'est-à-dire que si j'ai 33 pièces comptables de simulation, ça serait bien d'avoir la liste. Donc, si vous regardez en bas, on est comme Excel, hein, exactement pareil, en multi-onglet. J'ai d'autres onglets. Alors, en vert, ici, on a mis par exemple en vert la finance, en jaune, les achats, et en bleu, c'est plutôt les ventes, c'est-à-dire celui du milieu. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ici, on a utilisé une deuxième fonctionnalité de ce classeur web qui s'appelle l'extraction de données. Donc, si je viens, par exemple, là, j'ai 33 pièces comptables de simulation. Déjà, si je viens là, vérifie que ça fonctionne bien, j'ai 34 lignes, j'ai bien mes 33 pièces de simulation, plus l'entête, qui me fait 34 lignes, qui ont été extraites directement
pour justifier voilà, la liste des pièces que je dois passer en réel définitif, par exemple. Donc, ici, cette fonctionnalité qu'on a utilisée, c'est l'extraction de données ici. Voilà. Donc j'ai un assistant, toujours pareil, on travaille à partir d'un modèle de données, toujours. Et puis là, on a été lui dire, voilà les champs que je veux justifier ici, que je veux voir dans mon extraction de données. Donc toujours pareil, on retrouve les fameuses dimensions, description, mesure, avec des recherches et tout ça. Donc vous allez retrouver tout ça et vous allez les glisser à droite, avec la possibilité soit de regrouper, d'agréger finalement les lignes, ou de garder un détail. Ce que j'ai fait ici, je n'ai pas regroupé, mais sinon on pourrait faire de l'agrégation éventuellement sur les lignes pour avoir moins de lignes finalement. Donc je choisis toutes mes colonnes de justification, enfin de pouvoir justifier mes pièces de simulation, j'enregistre, et une fois enregistré, il y a une extraction de données qui se produit et qui vous sort toutes vos lignes ici. Donc c'est la même chose pour tout. Donc au final, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre l'état ici? Eh bien, on a l'assistant de formule que vous voyez donc dans toutes ces colonnes ici, qui va se mettre en route pour aller compter donc les pièces de chaque type de contrôle, d'accord? Mais également, vous avez tous ces onglets à côté où vous allez avoir donc cette fonction d'extraction de données qui va se mettre en route à l'ouverture pour aller chercher tous finalement les colonnes que vous avez mis, en tenant compte, bien sûr, de filtres, puisque pour l'instant, je vous ai montré les colonnes qu'on peut mettre, bien sûr, pour justifier votre extraction de données, pour présenter l'extraction de données. Mais le but, bien sûr, ça a été de mettre des filtres vers les mêmes critères que le tableau de dashboard ici. Donc, on va retrouver onglet KPI, le groupe société qui est ici, la période, etc., qui a été mis là. C'est pour ça que cette fonction d'extraction de données, bien sûr, on va retrouver évidemment le même nombre de pièces, bien sûr, que l'extraction, l'assistant de formule ici, qui lui-même travaille, bien sûr, sur les mêmes critères. Et pour rendre ça un petit peu plus pratique, eh bien, on a en plus rajouté, comme dans Excel, un lien hypertexte, c'est-à-dire que là, j'ai 33 pièces comptables de simulation qui doivent être passées en réel. Si je clique dessus, on a un lien hypertexte qui va nous emmener directement sur l'extraction de données qui est présente ici. Voilà un petit peu, donc ça c'est une deuxième fonctionnalité de cette classeur web qu'on peut utiliser dans ce module. Troisième exemple, et dernier, plutôt sur les ventes là ce coup-ci, c'est d'avoir un assistant de tableau croisé dynamique. Donc ici, quand on regarde, j'ai un tableau croisé dynamique classique, comme dans Excel. J'ai deux segments, donc ça c'est comme du Excel, voilà, même sujet pour orienter mon tableau croisé dynamique classiquement. Là, la fonctionnalité qu'on a utilisée purement SEI, c'est l'assistant de pivot ou assistant de tableau croisé dynamique. Donc ici, si je clique dessus, j'ai une fois de plus un assistant avec un modèle de données, toujours pareil. Est-ce qu'on veut travailler sur des ventes, des achats, la finance ou autre? Ensuite, on va lui dire, voici la liste des champs. Alors, toujours le même principe, dimension, description, mesure. On va aller chercher nos champs et puis on va les ajouter en glisser-déposer à droite. Voici tous les champs que je veux potentiellement mettre dans mon tableau croisé dynamique. Une fois que j'ai fait ça, on va se retrouver sur une création de tableau croisé dynamique standard. Donc, que ce soit dans Excel ou dans cet outil-là qui ressemble à Excel. Donc moi, après, ce que j'ai fait, j'ai pris mes champs, je les ai mis en colonne, en ligne, en valeur, en filtre directement. Ça m'a créé mon tableau croisé dynamique standard classique, comme on a tendance, voilà, comme on va utiliser dans Excel ou même ici directement, d'accord. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quand je vais enregistrer cet état-là, 2 jours plus tard, dans une semaine, quand je vais rouvrir mon état, eh bien, je n'ai pas besoin de refaire une extraction, remettre mes données dans un onglet données brutes pour que mon TCD se rafraîchisse. Non, je rouvre mon état et automatiquement, eh bien, mon TCD va être automatiquement à jour à l'ouverture. Voilà, donc gros avantage ici.
Voilà donc un autre exemple de fonctionnalité de ce classeur web ici. Finalement, on va retrouver toutes les fonctionnalités, pratiquement toutes les fonctionnalités qu'on a dans la DIN Excel, puisque ce que je vous montre ici, tout ce que je vous montre ici jusqu'à présent sur le classeur web, ce sont des fonctionnalités que vous retrouvez dans la DIN Excel locale que vous pouvez utiliser également. Voilà, si vous préférez travailler en local. Voilà sur donc ce dernier composant ici. Je regarde si je suis dans les temps. Oui. Dernière petite chose qu'on souhaitait vous montrer, c'est l'intégration SageX3. Alors, je vais aller dans mon SageX3 ici. Je vais me connecter. Donc là, je suis sur une version 12 classique de SageX3. Voilà. Alors, l'intérêt qu'il y a également sur cette solution, c'est d'avoir une intégration de vos rapports, de quels qu'ils soient, donc les trois qu'on a vus, c'est-à-dire des vues web, tabulaires ou graphiques, des dashboards ou des classeurs web, le fait de pouvoir les intégrer, les encapsuler un peu dans SageX3 sur ce portail, puisque finalement SageX3 c'est un portail web ici. Donc sur SageX3, vous allez trouver, peut-être que vous connaissez, donc ce qu'on appelle des pages d'accueil. Donc sur chaque profil de SageX3. Chacun gère ses pages d'accueil comme il veut, il va pouvoir aller donc soit la plupart du temps aujourd'hui dans X3 ça sert à mettre ce qu'on appelle des processus qui sont des raccourcis vers les menus de Sage X3 pour faire une sorte de workflow pour suivre voilà un process par exemple. Et puis souvent elles servent aussi ces pages d'accueil dans Sage X3 à mettre des résultats de requêtes des requêteurs X3. Et bien nous ce qu'on a fait ici c'est qu'on a créé une nouvelle page d'accueil qui s'appelle démo SEI. Voilà. Et puis nous avons créé quelques onglets ici. Et puis on a été mettre donc des fonctionnalités de SEI. La première qu'on a mis, c'est le menu SEI que vous voyez ici, mais vous voyez qu'il n'est pas comme dans l'interface où j'étais tout à l'heure, l'interface web de SEI. Là, il est dans ce qu'on appelle la présentation mobile. Donc tout à l'heure, je disais qu'on pouvait utiliser SEI ici sur une partie mobile. Ça, c'est vraiment l'interface que vous avez sur un téléphone, un smartphone ou une tablette. Donc on va retrouver sous forme de tuiles et on va pouvoir retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, le tableau de bord gestionnaire des ventes que j'ai ouvert dans la plateforme SEI tout à l'heure web. Eh bien, on va le retrouver là avec la même histoire de la petite date. Je vais remettre 2022. Voilà, on est dans X3 et on reste dans X3 et on peut naviguer sur le menu SEI pour aller voir tous ces objets directement ici et ne pas rester dans cette X3 finalement. Voilà. On a les mêmes fonctionnalités, changer ses filtres, zoomer sur une vue, redézoomer sur le tableau de bord, exactement pareil. D'accord. Donc ça, c'est par rapport au menu. Donc c'est un menu complet et puis ici. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est ajouter directement un objet. Donc là, dans notre cas, j'ai une balance AG client, donc qui est un exemple de rapport qui est livré en standard dans SEI, donc qui est une balance AG client, avec on voit comment on appelle ça, le groupe de sociétés FR120, la société FR10 et le collectif client, et puis les clients, le détail des clients ici. Donc on va retrouver ici comment dirais-je, voilà, un exemple d'avoir mis directement une représentation tabulaire SEI directement dans cette X3 et qu'on peut rafraîchir directement ici. On peut également, on va retrouver l'exemple de tout à l'heure, notre chiffre d'affaires par représentant client que je vous ai montré dans SEI. Eh bien, on peut directement l'avoir ici et le rafraîchir dans X3. Autre exemple, un tableau de bord, donc directement mis là. Voilà, donc on retrouve celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais en restant dans SageX3 avec les mêmes possibilités qu'on a vues, voilà, changement de filtre, zoom, forage avant, ici. Voilà. Et ensuite, deux exemples, classeur web. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un compte de résultats et puis un autre. Et bien là, je vous montre un tableau des soldes intermédiaires de gestion, voilà, qui est un classeur web. Et donc, on va retrouver dans le menu SageX3 pour aller faire la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire rafraîchir. Voilà.
mais en restant dans SageX3. Voilà un peu donc cette intégration SEI dans SageX3 à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Marie, si je te laisse reprendre. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Alors, Guénel, passons maintenant aux questions-réponses. Et première question pour toi, comment fonctionne la solution en termes de licence utilisateur? Alors, en termes de licence utilisateur, dans SEI, nous allons avoir deux types d'utilisateurs qu'on va appeler full ou admin, voilà, qui ont le droit de tout faire. Et puis un autre type d'utilisateur qu'on va appeler viewer ou visionneur, qui lui aura uniquement la possibilité de rafraîchir les rapports et de ne pas pouvoir créer de nouveaux rapports. Donc deux types d'utilisateurs complets, viewer. Ce qui est important juste de savoir sur SEI et qui est évidemment intéressant, c'est que les users sont simultanés dans SEI. Vous devez savoir sûrement que côté X3, on est plutôt sur du nommé. L'avantage des SEI, c'est qu'on est bien sur du simultané, donc vous pouvez très bien créer 50 users dans SEI. De toute façon, voilà, vous pourrez vous connecter en simultané. Et donc ça ouvre forcément plus de possibilités. Et au final, c'est comme des badges, c'est-à-dire que dès que par exemple, les 10 utilisateurs sont pris, il suffit que quelqu'un se déconnecte pour pouvoir rendre possible de se connecter à SEI. Merci beaucoup. Seconde question, comment fonctionne le rafraîchissement des cubes? Alors, les cubes, effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup, puisque c'est effectivement un sujet un peu technique, forcément. Donc, la plupart du temps, on va avoir un rafraîchissement la nuit chez la plupart de nos clients, qui peut être soit de type vidage-remplissage, c'est-à-dire qu'on va revider les cubes avant de vider les cubes avant de les remplir finalement. Ensuite, on pourra faire de l'incrémental, c'est-à-dire que l'outil est capable de détecter s'il y a eu des nouveaux enregistrements, des suppressions d'enregistrements, des modifications d'enregistrements. Donc on va avoir voilà, l'ensemble de ces cubes qui vont se rafraîchir au minimum la nuit. Et puis après, selon les clients, selon nos clients, on va avoir des demandes d'avoir un rafraîchissement, par exemple à la mi-journée, toutes les 2 heures. Après, ça dépend vraiment des cas, voilà, des demandes, des besoins de nos clients, et également des cubes, puisque vous pouvez très bien charger un cube vente tous les jours, à la mi-journée, l'achat le faire que la nuit. Enfin, après, c'est indépendant. Voilà. Merci beaucoup. Est-il possible d'avoir SEI directement dans Sage X3? Alors, ce que aujourd'hui on vous a montré, c'était ça, c'était d'avoir déjà l'interface, la partie interface. Enfin, pardon, excusez-moi, la question c'est est-ce qu'on peut Avoir SEI directement en fait dans Sage X3. Quand on a ouais, déjà mis en alors place Sage X3. oui, oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que oui, oui, vous pouvez aller, comment dirais-je, vous pouvez aller plugger finalement SEI, plugger SEI dans Sage X3 pour un peu comme quand je pense dans ce que j'ai montré là tout à l'heure, du fait d'utiliser SEI directement dans Sage X3. Et comment sont gérées les licences SEI dans X3 exactement? Alors, c'est aussi ce que j'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment sont gérées les licences. Il y a une partie licence SEI sur la partie serveur et ensuite des licences utilisateurs côté utilisateur, donc full, accès, possibilité de faire tout ce qu'on veut dans le produit, et puis des licences viewer limitées à la partie consultation. On pourra quand même modifier les filtres, ajouter des champs supplémentaires en tant que visionneur dans un état, mais vous ne pourrez pas sauvegarder. Voilà, c'est la distinction entre les deux types de users. Vous seriez obligé de demander un user full, de peut-être de modifier l'état directement. Merci beaucoup. Et alors, approximativement, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel serait le délai et le budget pour la mise en place de la solution? Alors, ça peut dépendre de plein de choses. La seule chose que je peux te dire, c'est que un projet SEI en moyenne, je dis bien en moyenne, est un projet qui fait
on va dire, souvent une quinzaine de jours de prestations entre l'installation, le paramétrage, la formation fonctionnelle, l'éventuelle formation technique, puisqu'on a parlé de cube, de côté évidemment un peu technique, l'administration des SEI, le droit, la partie cube. Donc on peut avoir une formation technique dans nos projets si bien sûr vous avez quelqu'un qui peut prendre comment dirais-je, qui va avoir finalement une appétence technique et qui pourra prendre en charge ce type de formation technique. Et donc voilà, en moyenne, ce sont des projets de 15 jours à peu près avec installation, paramétrage, formation fonctionnelle, formation technique en option, assistance au démarrage, ou on peut avoir des cas aussi de réalisation d'état où nos clients vont nous demander de réaliser des rapports. Après, on a les deux cas, transfert de compétences ou également réalisation de rapports à la demande de nos clients. Voilà, donc souvent, on va dire qu'en moyenne, voilà, une quinzaine de jours. Voilà. Après, sur la partie financière, là, je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet. Après, c'est quelque chose qu'il faut voir avec ensuite Apsys Cyborg et pour vous revenir vers vous sur cette partie-là. Alors, dernière question qui concerne, oui, alors le replay. J'allais justement y venir parce que c'était notre dernière question. Donc oui, vous aurez bien évidemment le replay qui sera disponible par mail d'ici 24-48 heures. Eh bien, écoute, Guinel, je ne vois plus de questions. Donc, nous arrivons à la fin de cette conférence. Donc, pour plus d'informations également sur nos prochaines conférences web, n'hésitez pas à consulter notre site Apsys Cyborg. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie d'avoir participé. Merci à toi, Guinel, pour cette présentation. Merci. Au revoir. Au revoir.